Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Comment repenser la cartographie nationale quand certaines régions échappent au contrôle de l'État, notamment dans l'Est? Ce n'est pas qu'une partie du pays échappe au contrôle de l'État, ce qui n'est pas vrai, parce que l'autorité de l'État de notre pays, qui dirige son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la légitimité et son autorité s'étend sur l'ensemble des 2 345 410 km². Il nous avait été demandé, et dans sa grande vision sur le secteur de l'aménagement, de penser, de faire un état des lieux, d'où nous nous sommes lancés dans un processus de réforme de l'aménagement du territoire qui nous avait amené à faire un constat sur le cadre juridique qui était devenu complètement obsolète. Et non seulement ça, le chef de l'État a fait de ces secteurs un ministère d'État, ce qui était une première dans l'histoire de notre pays. Également, un troisième pilier du programme d'action du gouvernement qui dirige Madame la Première ministre Souminoa Toulouka. Mais je pense par exemple à ce qui se passe dans l'Est. Il y a actuellement, selon nos informations, un déploiement de soldats congolais vers l'Est. Dans ce contexte, par exemple, est-ce que vous pouvez envisager un projet de développement? Oui, bien entendu, parce que la loi sur l'aménagement du territoire impose, dans le cadre de la gouvernance territoriale, l'élaboration des outils de planification à tous les échelons. Et au niveau de province, par exemple, parce que c'est de ça que vous parlez, chaque province doit se doter de ce qu'on appelle le PPA, le plan provincial d'aménagement du territoire. Et donc le Nord Kivu, comme faisant partie de l'ensemble des autres provinces, doit se doter, y compris les Sud Kivu. Et donc dans notre secteur, nous allons accompagner, d'ailleurs, il y a un message officiel du ministre, du vice-premier ministre de l'Intérieur là-dessus pour demander, ce qui n'a pas été le cas depuis 1957. Parce que... Donc même s'il y a la guerre? Oui, mais le Nord Kivu fait partie de la République démocratique du Congo. Oui, donc même s'il y a la guerre, ça ne pose... Non, on essaie de comprendre, en fait. Non, non, du tout, du tout. Nord Kivu, c'est la RDC, Sud Kivu, c'est la RDC. Voilà, donc l'accompagnement dans notre secteur pour ce qui concerne l'aménagement, c'est d'amener ces provinces à se doter des plans de provinciaux d'aménagement du territoire. Il n'y a pas qu'au niveau des provinces, au niveau des ETD, donc les entités territoriales décentralisées, à savoir les villes, les territoires, les chefferies, jusqu'au niveau du village, ce qui n'a pas été le cas depuis 1957. Et donc, ce vide juridique a été comblé aujourd'hui à travers l'aboutissement de la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre, je voulais vous faire réagir sur les pluies diluviennes qui sont abattues sur Kinshasa il y a 3 mois. Par endroits, l'eau a atteint jusqu'à 1,50 m, ravageant plusieurs quartiers. Le bilan humain fait état d'au moins 40 morts et des centaines de sinistrés, dont certains se trouvent toujours dans des centres d'urgence. On va regarder ce reportage de Dadi Songozo et Jean-Luc Eguezier, on en reparle. Merci. Avril dernier, sur le pont Djili à Kinshasa, c'était la consternation. La rivière du même nom est sortie de son lit, une crue destructrice pour les habitations voisines. Le bilan est lourd, au moins 33 morts et environ 5000 personnes sinistrées. Le gouvernement décide alors de les abriter dans les stades des Martyrs et Tata Raphaël. Quelques semaines plus tard, impossible de filmer dans ces enceintes sportives, mais le quartier 8 dans la commune de Massina est toujours accessible. Il a été ravagé par la crue. Néanmoins, quelques habitants sont de retour, comme maman Machimba. Dans sa maison détruite, elle fait la cuisine. Je n'ai pas le choix. J'ai pris l'habitude de prendre soin de mes enfants ici, les laver, les nourrir, puis le soir, nous allons au stade. Les eaux avaient atteint ce niveau. C'est plus haut que moi. Je ne pouvais rien sauver parce que je ne sais pas nager. Ce congélateur était complètement sous l'eau. Maman Machimba et ses 2 enfants jeunes retournent au stade le soir pour dormir au sec. Mais elle se plaint. Il n'y a pas assez de douches, pas assez de toilettes. D'après son témoignage, les conditions ne sont pas bonnes. Pour accéder à cette structure, il faut un jeton. En fait, un petit carré de papier, et sans ce sésame, l'accès est fermé. C'est la mésaventure qui est arrivée à Ordi Balenguela, un autre habitant de quartier 8, de retour aussi avec sa famille. J'ai amené mon enfant à l'hôpital et j'avais sur moi le jeton d'accès au stade. Tout le temps que j'ai passé au dehors, il pleuvait et le jeton était mouillé, complètement irrécupérable. L'accès nous a été refusé faute de jeton. Alors c'est ici, sur cette terrasse, que nous passons la nuit. Les habitants de quartier 8 viennent souvent vérifier le niveau de la Ndjili, toujours très haut. La menace demeure et une autre est apparue. Les autorités veulent maintenant détruire ces constructions en zone inondable. Une mesure que soutient le député local.
Aujourd'hui, nous accusons l'État parce que l'État n'avait pas pris soin de détruire ces maisons qui sont construites à des sites non habitables, qui ont construit, où la population a construit sur les nids de rivières. Nous attaquons l'État parce que ces mesures n'ont pas été prises. Mais maintenant, lorsque l'État prend des mesures pour prévenir ce qui peut arriver dans le jour, le mois ou même les années à venir, on ne devrait que s'incliner. C'est pour le bien de la population. Le député affirme que l'État relogera les sinistrés, mais quand et comment? Ces questions sont ouvertes. Déjà, les habitants de quartier 8 s'inquiètent de devoir quitter un endroit qui leur était familier. Monsieur le ministre, où se trouvent désormais ces victimes des inondations? Alors, ces victimes ont été regroupées dans des complexes aménagés à cet effet. Dans la ville, dans la capitale. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que, en ma qualité de ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, ces événements malheureux qui sont survenus du 4 au 5 avril ont fait l'objet d'une réflexion très profonde au niveau du gouvernement, autour de Madame la Première ministre. Il y a d'ailleurs une commission ad hoc qui a été érigée à cet effet, dirigée par le VM de l'Intérieur. Et nous sommes arrivés à la conclusion que les territoires que nous avons hérités, vous savez, avec les décrets des 57, l'approche de l'occupation des espaces, c'était totalement anachronique et était devenu obsolète. D'où il faut qu'on arrive à un territoire qui soit aéré, un territoire qui tient en compte la justice spatiale, où la population ne peut pas aller s'installer là où elle veut. C'est le cas, parce que dans ces événements que on vient de suivre dans les reportages, d'une part, il y a la cause liée à la nature humaine, mais également, l'homme est aussi à la base de ces genres de comportements. Et donc, à travers cette loi qui vient d'arriver, non seulement qu'elle érige en infraction un certain nombre d'attitudes et de comportements, en termes d'inobservance, il y a un espace qui est affecté à une activité agricole, vous allez vous y installer, parce que ce qui n'est pas dit dans les reportages, c'est que la rivière Ndjili, il y a presque 15 ans, avait une largeur de 64 mètres. Aujourd'hui, on est à 22 mètres. Et donc, où vont-ils habiter, ces habitants? Alors, on est tenté d'aménager avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat. On va les relocaliser parce qu'ils étaient dans le site non du Fikandi. Et donc, c'était d'ailleurs ça. C'est ça pourquoi j'annonce que c'est une réforme historique. Parce que désormais, les occupations de l'espace physique en RDC, le projet de développement doivent se faire dans une approche qui tient compte des vies humaines et non pas que les gens d'eux-mêmes puissent s'installer où ils vont. Ça sera une obligation de l'élaboration des outils de planification. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi et de la politique nationale d'aménagement du territoire pour que nous puissions organiser les activités agricoles, les activités minières. C'est-à-dire que même si on découvre un gisement dans tel autre endroit, si cet espace n'est pas affecté à une activité minière, eh bien, on ne peut pas avoir une activité là-bas. Et donc, il y aura une coordination sectorielle, ce qui a été fait avec tous les autres ministères qui s'occupent de la question de la gestion de l'espace, pour que nous puissions offrir aux Congolais un espace qui est aéré et un espace où il fait beau vivre. Alors, effectivement, vous avez mis en place cette loi qui est historique, mais en même temps, comment se fait-il que la réalisation de ces travaux prenne autant de temps? Vous savez, le pays, vous l'avez dit, un pays à la dimension d'un continent. On a 2355 410 km² à couvrir. Il fallait rendre l'approche participative, parce que le décret des 57, c'était un instrument juridique qui a été conçu par la métropole et qu'on est venu imposer. Évidemment, il y avait les objectifs à atteindre, c'était l'exportation de cacao, de produits ouvriers qui étaient produits au niveau de notre pays. Mais là, pour une fois, on est parti dans une approche participative. La société civile a été impliquée, le peuple autochtone, les ONG, le gouvernement, tous les sectoriels en tout cas qui sont concernés, le Parlement. Et pour votre information, cette loi a connu une double lecture. Ça veut dire que c'était d'abord adopté. Ensuite, le chef de l'État avait renvoyé au niveau du Parlement pour s'assurer vraiment que, au sortir après la promulgation, que cela ne sera pas conflictogène. Mais par rapport à ces travaux, justement, certains dénoncent des détournements et un manque de transparence. Que répondez-vous à cela? Parce que les fonds ont été bien débloqués. Vous parlez de... Les travaux. Oui, non, les travaux. Les travaux de... la réalisation des travaux d'aménagement. Non, mais je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, parce que, par exemple, en ce qui nous concerne dans le secteur de l'aménagement, c'est le PNUD, qui est l'agence d'exécution
dans le cadre de ce processus de la réforme d'aménagement, qui du reste, au-delà du gouvernement, est financé par l'initiative de protection des forêts de l'Afrique centrale, CAFIONSIC. Et donc tout s'est fait conformément au marché public et à la passation des marchés en toute transparence. Je n'ai pas enregistré une réclamation dans ce sens-là, en ce qui me concerne. D'accord. Dans les villes, vous parliez de l'aménagement aussi et du redéploiement en fait des habitants. Est-ce qu'un réaménagement du centre-ville de Kinshasa est prévu? Alors, vous savez, ce phénomène, c'est que tout se construit Kinshasa à tout va, en fait. a été créé en fait pour recevoir 400 000 personnes. Là, on est à plus de 17 ans. On dit même on avoisine 20 millions de personnes. Et donc, on est dans une situation d'un débordement. Et donc, il y a un projet d'extension de la ville-province de Kinshasa vers la partie est, parce que Kinshasa n'est occupé que sur 20 à 30%. Donc, il y a 70% de l'espace de Kinshasa qui est inoccupé. Et donc, le gouvernement de la République s'y est penché conformément aux orientations de son Excellence M. le Président de la République, pour faire aérer un peu la ville-province de Kinshasa. Donc, nous y travaillons. Il nous manquait des outils de planification. Là, nous avons, au-delà de la loi, il y a le SOSA, qui est le schéma d'orientation stratégique de la gouvernance de Kinshasa, qui est un plan provincial, mais qui a été fait juste pour la partie nord. Nous comptons les temps parce que la loi oblige à toutes les provinces, avant tout projet de développement, de se pencher sur la question. Et la loi également, c'est une innovation, s'intéresse aux questions sur le climat. Ça veut dire que tous les projets qui vont être initiés désormais en République démocratique du Congo doivent faire l'objet en amont de ce qu'on appelle les études environnementales stratégiques, qui doivent être validées par l'Agence congolaise de l'environnement, qui est une structure sous la tutelle de ma collègue, la ministre d'État, ministre de l'Environnement. Et donc, nous revenons un peu sur les normes écologiques. Donc, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales. Alors, c'est ça d'ailleurs. Marginalisées. C'est ça d'ailleurs. Parce que si vous analysez la gouvernance territoriale, vous allez constater que le Belge, ils étaient préoccupés plus à aménager des endroits pour permettre l'évacuation des produits vers l'extérieur. Et donc, ils n'étaient pas préoccupés. C'est comme ça que je dis, cette loi innove, et tout simplement disons que c'est une innovation historique, parce que ça tient en compte, ça intègre la gouvernance dans tous les échelons, jusqu'au niveau du village. Parce qu'au niveau du village, il y aura ce qu'on appelle le plan simple d'aménagement du territoire. Au niveau des territoires, le plan locaux d'aménagement du territoire. Au niveau des villes, il y aura et des provinces, on aura des plans provinciaux d'aménagement. Et au niveau national, il y a ce qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire. Tout est pensé dans cet outil qui est extrêmement important, qui n'est que l'aboutissement, parce que, il faut le dire, il y a pas mal de choses que nous avons fait dans le cadre du processus de la réforme. On a doté les pays des institutions qui n'existaient pas, dont la NAT, l'ONAT, qui est l'équivalent de l'OVG, qui est l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui existe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous avons pu faire l'inventaire à travers l'annuaire des ressources du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons une idée claire de ce qu'il en est, et ce qui a fait à ce qu'il fallait maintenant un cadre juridique pour rendre contraignant la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire. Monsieur le ministre Guy Londo Mboyo, ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo.